Selon une ancienne légende, il existe un livre mystérieux avec plus de 5000 ans d'histoire, transmis non pas par des mains humaines, mais par un dieu égyptien. Ce livre, connu sous le nom de livre de Thoth, est entouré de secrets insondables et posséderait des sorts qui révèlent l'avenir. De plus, il recèle des rituels cachés, utilisés par les sociétés secrètes, où chaque nouveau membre doit passer par une mort symbolique et renaître transformé. Certains murmurent que le livre confère le pouvoir de lire le destin dans les cartes de tarot. Et, selon la légende, le tarot original aurait été gravé sur une mystérieuse tablette d'or, faisant partie intégrante de ce livre énigmatique. Si vous êtes fasciné par les mystères anciens et aimez vous plonger dans des légendes qui s'étendent sur des siècles, laissez votre like et partagez vos opinions sur l'énigmatique livre de Thoth dans les commentaires. Ce livre a-t-il vraiment existé? Et si elle existait, quelle serait sa véritable influence? Explorons ensemble ce mystère et découvrons ce qui se cache réellement dans les pages de ce texte ancien. Mais après tout, quelle est la véritable histoire derrière cette légende? Que se cache-t-il réellement dans les pages du légendaire livre de Thoth? Y a-t-il une chance qu'il ait pu survivre à l'épreuve du temps? Actuellement, des chercheurs égyptiens s'efforcent de découvrir cette histoire. C'est leur voyage à la recherche de la vérité sur ce que beaucoup considèrent comme le livre le plus important jamais écrit. Dans le cœur animé de Londres, parmi le flux constant de personnes, se trouvent des librairies spécialisées dans l'occultisme et l'ésotérisme. Dans ces lieux, vous pouvez trouver de tout, des tomes de sagesse ancienne aux amulettes mystiques. Parmi ces objets, apparaît souvent l'image du dieu égyptien Thoth, représenté avec un corps humain et une tête d'animal. Sur les étagères se trouvent plusieurs exemplaires du supposé livre de Thoth. Même après 5 millénaires, les textes attribués à Thoth continuent d'intriguer et de fasciner. Mais qui était vraiment Thoth? Et pourquoi un texte qui remonte à l'époque des pyramides exerce-t-il encore pour nous une fascination si puissante? Pour comprendre ce mystère, il faut remonter le temps, à plus de 200 km au sud, en Afrique du Nord, dans la fertile vallée du Nil. Au fil des années, les archéologues ont révélé les secrets d'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité. L'un de ces érudits, Martin Raven, a consacré des années à fouiller un cimetière vieux de plus de 4000 ans. Nous avons découvert une vaste nécropole remplie de tombeaux ornés de magnifiques peintures, de reliefs détaillés et d'inscriptions, rapporte-t-il. Ces découvertes montrent que l'Égypte ancienne était une culture incroyablement sophistiquée, dotée de croyances profondes et d'un panthéon de dieux riche en symbolisme. Parmi ces dieux, Thoth occupait une place importante. Souvent représenté avec un corps d'homme et une tête d'ibis ou de babouin, Thoth était considéré comme le dieu de la sagesse, le scribe des dieux. Il était chargé d'enregistrer les décisions divines et était vénéré pour sa profonde connaissance. De plus, il était associé à la magie et à la guérison. Selon la légende, Thoth partageait ses connaissances magiques avec les humains à travers un livre qui accordait des pouvoirs extraordinaires à quiconque le lisait. Ce livre, le légendaire livre de Thoth, est censé contenir une sagesse ésotérique et magique, permettant à une personne de communiquer avec les dieux, de comprendre le langage des animaux et même d'accéder au royaume des morts. L'une des histoires les plus intrigantes sur le livre de Thoth implique un puissant sorcier qui a trouvé le livre et, en le lisant, a compris les secrets des étoiles et les mystères de l'univers. La renommée de ce livre s'est répandue dans tout le monde antique, ce qui en a fait un objet de désir pour beaucoup. Au 1er siècle avant J.C., lorsqu'Alexandre le Grand envahit l'Égypte, les Grecs qui l'accompagnaient furent émerveillés par l'ancienne civilisation qu'ils découvraient. Ils ont été tellement impressionnés par les monuments majestueux, les pyramides et les temples qu'ils ont intégré de nombreux aspects de la culture égyptienne dans leurs propres croyances. Thoth, par exemple, était associé au dieu grec Hermès, patron de la science et inventeur de l'écriture. La sagesse des Égyptiens, notamment dans le domaine de la géométrie, a inspiré les Grecs à unir ces deux divinités, créant ainsi une figure hybride de Thoth-Hermès. De cette fusion est né le Corpus Hermeticum, une version grecque du livre de Thoth. Cependant, au cours de cette transition culturelle, l'essence du texte original s'est perdue. Le dernier exemplaire du livre de Thoth aurait été enterré avec un sorcier égyptien qui avait percé les secrets du cosmos. Bien que cette légende n'ait jamais été prouvée, le livre original a disparu, remplacé par des versions grecques restées cachées pendant des siècles. Au fil du temps, les Romains ont succédé aux Grecs et ont également adopté la sagesse du Corpus Hermeticum.
Cependant, avec l'arrivée du christianisme et sa propagation dans toute l'Europe, les dieux païens comme Thoth furent supprimés. Hermès fut banni et la sagesse contenue dans le livre de Thoth fut réprimée. L'ancienne philosophie païenne a été traquée et nombre de ses défenseurs ont connu des destins tragiques, étant persécutés, torturés ou tués au nom de la nouvelle foi dominante. L'histoire du livre de Thoth est pleine de mystères et de rebondissements, nous laissant avec des questions sans réponse. Le livre a-t-il vraiment existé? Si oui, où est-il maintenant? Et que contenait-il réellement? Telles sont les questions qui continuent aujourd'hui de fasciner les érudits et les amateurs de mystères. La perte du Corpus Hermeticum est le résultat d'une combinaison d'intolérances religieuses et de conquêtes ultérieures. Premièrement, le livre égyptien de Thoth a disparu, et maintenant la version grecque a également été perdue. Les connaissances contenues dans ce livre énigmatique semblaient avoir été effacées à jamais. Cependant, dans les années 1300, une profonde transformation commença à se dessiner dans la pensée occidentale. La Renaissance arrive en Italie, marquant le début d'une période d'intense floraison intellectuelle. Les idées anciennes ont commencé à être redécouvertes et les connaissances classiques sur la Grèce et l'Égypte ont refait surface avec vigueur. Le mot « Renaissance », utilisé pour la première fois dans les années 1400, symbolisait ce retour au savoir ancien, une véritable renaissance d'une culture oubliée. Avec ce nouvel éveil, l'intérêt pour les croyances et la sagesse pré-chrétienne s'est ravivé. Un exemple de cette fascination peut être vu dans les œuvres d'artistes tels que Botticelli, qui a représenté des divinités païennes dans ses célèbres peintures telles que Vénus et Mars et la naissance de Vénus. Pour la première fois depuis 1000 ans, les dieux et déesses du passé est à nouveau célébrés en Europe. C'est dans ce contexte que fut redécouverte la version grecque du livre de Thoth, le Corpus Hermeticum. Pour la société chrétienne de l'époque, cette découverte fut comme une révolution silencieuse. L'Église catholique, qui dominait la vie spirituelle de l'Europe, était confrontée à un mécontentement populaire croissant. La corruption au sein de l'Église, la vente des indulgences et la désillusion à l'égard de la papauté avaient généré un sentiment d'irrespect et de révolte. Face à cette crise de la foi, nombreux sont ceux qui ont cherché une alternative religieuse dans les anciennes traditions de l'Égypte et de la Grèce classique. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un ensemble de textes anciens aurait pu changer le cours de l'histoire? Ces écrits détiennent-ils vraiment la clé d'une sagesse ancienne oubliée? Comment ces textes ont-ils influencé la vision que l'humanité a de l'univers et du rôle que nous y jouons? Ces textes, au fil des siècles, ont inspiré les sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie. Saviez-vous que de nombreux rituels maçonniques trouvent leurs racines dans les anciennes traditions égyptiennes? Durant la ferveur intellectuelle de la Renaissance à Florence, les livres d'Hermès, également connus sous le nom de Corpus Hermeticum, arrivèrent dans la ville. À la cour des Médicis, déjà impressionnés par les œuvres de Platon et des philosophes présocratiques, fut rapidement captivé par ce nouveau recueil de sagesse ancienne. Pour la première fois, le livre de Thoth fut traduit du grec en latin et publié en italien. Il devint rapidement l'un des textes les plus influents de la Renaissance, édité et réédité à plusieurs reprises au cours des siècles suivants. Le message contenu dans le Corpus Hermeticum était puissant et transformateur. À une époque où l'orthodoxie de l'Église présentait l'humanité comme une race déchue et perdue après son expulsion du Jardin d'Éden, le livre de Thoth offrait une vision exaltée de la position de l'homme dans l'univers. Plutôt que de simples serviteurs des dieux, ces textes suggéraient que les êtres humains possédaient des pouvoirs divins. L'homme devrait utiliser ses pouvoirs pour créer un monde meilleur et plus beau, en assumant son rôle de co-créateur avec Dieu. Thoth a proposé une nouvelle perspective sur le rôle de l'humanité sur Terre. Dans les écrits, l'être humain est considéré comme se situant entre les anges et les animaux, avec une responsabilité unique. La vision optimiste du livre exaltait l'imagination, la capacité mentale et la compréhension humaine en tant qu'outil essentiel pour transformer le monde. Pour beaucoup, il s'agissait d'une vision inspirante, offrant une perspective grandiose et pleine d'espoir sur le potentiel humain. La puissance de ce message réside dans son antiquité. Elle semblait venir d'une époque plus pure, avant que l'Église ne soit corrompue. Pour les hommes de la Renaissance, redonner à cette sagesse ancienne la place qui lui revient signifiait restaurer le monde à son état originel. Ce qui était ancien était considéré comme bon et vrai, et la connaissance de Thoth, qui remontait à l'Égypte ancienne,
était considérée comme l'une des sagesses les plus anciennes et les plus pures au monde. Imaginez cette sagesse comme une cascade cristalline descendant d'une montagne. Bien que l'eau soit la même, avec le temps, elle devient un peu plus trouble à mesure qu'elle descend. Pour les penseurs de la Renaissance, le De Corpus Hermeticum représentait la source de cette eau pure, offrant l'accès à un savoir original et non contaminé. Il y a cependant une ironie dans cette quête de sagesse. Toute cette philosophie alternative était basée sur la version grecque du livre de Thoth, et personne ne savait avec certitude à quel point elle était réellement liée au texte égyptien original. Pourtant, au nom de cette sagesse ancienne, le renouveau de ces idées a conduit à de profonds changements dans la pensée de l'époque. Dans les années 1700, la première grande loge maçonnique fut fondée à Londres, devenant ainsi la société secrète la plus puissante et la plus influente de l'histoire. Il a attiré des hommes politiques, des présidents, des dirigeants d'entreprises et des dirigeants civiques. Mais au début, ce n'était qu'un petit groupe d'hommes en quête d'un monde meilleur. C'est une période de guerre et d'intolérance, avec des conflits entre l'Angleterre et l'Écosse, ainsi que des tensions entre catholiques et protestants. À l'époque où la franc-maçonnerie est apparue, la politique et la religion étaient entachées d'immoralité et de corruption. Les premiers francs-maçons cherchaient un moyen d'unir les gens et de surmonter ces divisions. Inspirés par le regain d'intérêt pour les civilisations anciennes, ils ont trouvé dans la sagesse ancienne un modèle pour leurs propres idéaux. Bien que les liens historiques avec l'Égypte ne puissent être retracés avec précision, les rituels et principes fondamentaux de la franc-maçonnerie reflètent les influences de la sagesse de Thoth. Comme les hommes de la Renaissance, les francs-maçons étaient fascinés par la vision de l'humanité de Thoth. Pour eux, le monde classique et l'Égypte étaient les berceaux d'une véritable civilisation, où émergeaient la science et les mathématiques, bases essentielles pour construire une société plus juste et plus prospère. Les premiers francs-maçons considéraient les civilisations anciennes, notamment égyptiennes, comme le fondement de leur art et de leur philosophie. C'est pourquoi ils cultivaient un profond respect pour tout ce qui remontait à l'époque classique. Incorporer ces principes dans leurs rituels et croyances est devenu une manière d'honorer cet héritage, dans l'espoir de créer une société plus unie et plus juste. Cette dévotion à l'Égypte ancienne commença à apparaître dans leurs pratiques. Sphinx, pyramides et symboles égyptiens commencèrent à décorer leurs cérémonies. Un exemple frappant est le Freemason Hall de Londres, où le magasin numéro 10 présente une architecture d'inspiration égyptienne. De plus, des copies du livre des morts égyptiens ornaient les murs de leur temple, aux côtés de piliers avec des motifs de lotus et d'autres éléments évoquant le mysticisme égyptien. Mais, plus qu'esthétiquement, la franc-maçonnerie s'accrochait à un aspect crucial du Corpus Hermeticum, le rituel de la Renaissance. Ce rituel, que l'on croit être d'origine égyptienne, exigeait que chaque nouveau membre subisse une mort symbolique, renaissant en tant que nouvelle personne. L'idée de renaissance est présente dans les textes de Thoth, où il apparaît comme une figure qui accorde le savoir et promet l'immortalité aux initiés. La franc-maçonnerie a donc non seulement adopté l'esthétique de l'Égypte ancienne, mais a également profondément incorporé ses principes spirituels dans le but de transformer ses membres en individus renouvelés et sages. Ainsi, une nouvelle ère est apparue, où les secrets de l'Égypte ancienne ont été redécouverts, bien qu'à travers des textes grecs. Le livre original de Thoth est resté perdu, mais de nouvelles versions ont continué à apparaître. À la fin des années 1700, alors que la franc-maçonnerie se renforçait en Europe, quelque chose de nouveau émergeait en France. Antoine Court de Géblin, écrivain et penseur franco-suisse, était également occultiste et franc-maçon. Il faisait partie de la même loge maçonnique à Paris que le célèbre Voltaire. Outre ses relations maçonniques, Court de Géblin était un ami du roi de France, ce qui lui confère une grande influence. Imaginez maintenant comment un simple jeu de cartes peut cacher les mystères d'une civilisation ancienne. Et si les cartes de tarot étaient liées au savoir secret des Égyptiens? Comment réagiriez-vous en apprenant qu'un Anglais excentrique prétendait recevoir des messages directement des dieux? L'histoire des cartes de tarot peut être beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Court de Géblin avait deux intérêts principaux: l'Égypte ancienne et les jeux de cartes. À l'époque, les cartes étaient une forme de divertissement populaire, avec des jeux décorés de personnages mythologiques, de personnages célèbres et d'événements historiques. Le tarot était l'un de ces jeux, équivalent au rami ou au bridge d'aujourd'hui. Mais en combinant sa fascination pour l'Égypte avec le tarot, Court de Géblin commença à voir plus que de simples cartes. Il croyait que ses origines étaient liées aux mystères cachés de l'Égypte. Ainsi,
Il a ouvert la voie pour que le tarot devienne non seulement un passe-temps, mais aussi un instrument d'occultisme et de connaissance de soi, dont la popularité allait croître au cours des siècles suivants. Au milieu des années 1700, en examinant un jeu de tarot, Court de Gébelin arrive à une conclusion inattendue. Il observa attentivement chaque lettre et déclara « Ega ». Ceci est basé sur la philosophie hermétique. Pour lui, les cartes n'étaient pas seulement un jeu, mais une représentation du légendaire livre de Thoth, déguisé en un simple jeu de cartes. Sa théorie selon laquelle le tarot était en réalité le livre de Thoth avait plus de sens qu'il n'y paraissait à première vue. Il savait que les Égyptiens utilisaient des hiéroglyphes pour écrire et que les hiéroglyphes sont essentiellement des images, tout comme les cartes de tarot. Pour Court de Gébelin, il était donc logique que la sagesse égyptienne antique puisse être représentée dans des images de cartes. Il suffisait d'une perception correcte pour percer ce secret. Ce faisant, il a proposé que le tarot n'était pas seulement un jeu de cartes, mais plutôt une représentation codifiée de la connaissance hermétique des anciens Égyptiens. Cette interprétation innovante a élevé le tarot à une nouvelle position, le transformant en un puissant instrument d'occultisme et de connaissance de soi. Et cette vision révolutionnaire a profondément influencé la façon dont le tarot sera perçu et utilisé pendant les siècles à venir. En 1773, Court de Gébelin publie un livre dans lequel il fait une déclaration surprenante. Il croit avoir redécouvert le légendaire livre de Thoth, disparu il y a 5000 ans, dans un simple jeu de cartes. Selon sa théorie, le mot Iaga Tarot Ye dériverait de l'Égypte ancienne, de l'expression Joba-Tario, qui signifiait au bar royal Yo. Pour lui, ce chemin représentait le voyage vers la connaissance, suggérant que le tarot était en fait le livre de Thoth. Même si personne à l'époque ne savait lire les hiéroglyphes égyptiens, Court de Gébelin était convaincu d'avoir percé un profond secret. Ses idées suscitent un grand intérêt, notamment chez Jean-Baptiste Aliette, vendeur ambulant, enseignant et spiritualiste passionné par la théorie. Aliette décide d'aller plus loin dans cette idée et crée sa propre version du tarot, qu'il appelle le Yogeda Tarot Deteya Yo, une anagramme de son propre nom de famille. Il affirmait que ces lettres avaient une authenticité égyptienne. Par exemple, la première carte de son jeu représentait un consultant masculin, présentant des caractéristiques qu'il considérait comme typiques d'un Égyptien. Au tarot, un consultant est quelqu'un qui recherche des conseils et des connaissances en lisant les cartes. Mais Aliette ne s'est pas arrêté là. Lors de la création de son tarot des Teia, il a procédé à plusieurs adaptations pour renforcer le lien avec l'Égypte. Par exemple, dans la carte du fou, qui dans le tarot traditionnel français est attaqué par un chien, Aliette a remplacé l'animal par un léopard, qu'il croyait plus représentatif de l'Égypte. Dans sa version, le fou est mordu par un léopard, symbolisant les défis de la vie et la recherche de la vraie sagesse. De plus, Aliette affirmait que ces lettres avaient des pouvoirs mystiques capables de prédire l'avenir. Avec ces changements, le tarot est passé d'un simple jeu à un outil ésotérique profondément lié à l'Égypte ancienne, dont les influences résonnent encore aujourd'hui. En 1788, Antoine Court de Gébelin fonde une société dédiée à l'interprétation du mystérieux livre de Thoth, en se concentrant sur la lecture de ses cartes de tarot. Il croyait qu'après près de 2000 ans d'oubli, la sagesse égyptienne avait été redécouverte et revitalisée grâce à son travail et aux contributions d'autres savants comme lui. Ainsi, la légende du livre de Thoth a continué d'évoluer, chaque nouvelle interprétation ajoutant des couches de mystère et de fascination à son histoire. L'œuvre de Court de Gébelin et de ses disciples représentait un autre chapitre de cette saga, mêlant tradition et innovation pour créer une nouvelle version du texte égyptien antique. Au début du XXe siècle, en 1904, un autre personnage entre en scène, Aleister Crowley, un Anglais excentrique qui voyage en Égypte et apporte avec lui une nouvelle vision du livre de Thoth. Crowley, membre de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, une société occulte, se considérait comme un maître dans plusieurs arts, poète, peintre et surtout sorcier. Il avait une conviction inébranlable en sa propre grandeur, au point de préciser que son nom devait se prononcer Yuga Crowley Yo, vraiment avec Yogwe Saint Yo. Durant son séjour au Caire, Crowley affirma avoir reçu une série de révélations directement des anciens dieux égyptiens. Il a décrit comment, alors qu'il s'asseyait pour écrire, un être semi-transparent est apparu à ses côtés, lui dictant ce qui devait être enregistré. Convaincu qu'il recevait des messages des dieux,
Crowley transcrivit chaque mot avec précision, croyant canaliser Thoth lui-même. Ces révélations ont profondément façonné le travail de Crowley, renforçant sa conviction qu'il était un messager des forces occultes. Le texte qu'il a écrit, intitulé Eoga, le livre de la loi Oro, est devenu central dans sa philosophie et dans la religion qu'il a fondée, appelée Thelema. Si les affirmations de Crowley étaient vraies, ce livre serait la version la plus authentique du légendaire livre de Thoth, directement dicté par le dieu égyptien lui-même. Crowley a décrit le contenu du livre de la loi comme une sorte d'évangile pour une nouvelle ère, contenant des principes révolutionnaires. L'un de ces principes, déjà présent dans la 3e ligne du livre, proclamait « Yogesh homme et chaque femme est une star yo ». Pour Crowley, cela signifiait que chacun devait trouver sa propre voie, sans compter sur des dirigeants ou des personnages centraux. Mais le principe le plus célèbre de son œuvre était « Yoga, fais ce que tu veux sera toute la loi yo ». Ce commandement devint la base de sa nouvelle religion, qui prêchait la liberté radicale, tant dans la vie que dans le désir personnel, y compris le désir sexuel. Pour Crowley, l'acte sexuel était un sacrement, une pratique magique au cœur de sa philosophie. Ses disciples ont adopté l'amour libre, la consommation de drogue et l'exploration d'états modifiés de conscience dans le cadre de leur quête spirituelle. Crowley ne cachait pas sa conviction de l'importance de ces pratiques et était convaincu que sa mission était de guider les gens vers une nouvelle ère de liberté et de connaissance de soi. À la fin de sa vie, Crowley a condensé ses idées, non pas dans un autre livre, mais dans un nouveau jeu de cartes de tarot. Il pensait que ces lettres résumaient toute la philosophie de Thelema. Ce tarot a été publié comme une autre version du livre de Thoth, garantissant que sa vision mystique continuerait d'inspirer les générations futures. Le livre de Thoth, initialement écrit sur papyrus il y a des millénaires, a subi de nombreuses transformations au fil du temps. De la renaissance du corpus hermeticum aux versions modernes de Crowley, le livre est devenu une source de justification pour diverses pratiques, notamment des rituels mystiques et des comportements inhabituels. Malgré la mort de Crowley en 1947, son influence perdure, façonnant des générations d'occultistes et d'explorateurs spirituels. Mais la question demeure. Quels secrets se cachent encore dans les pages de ce livre légendaire? Mais pourquoi tant de versions différentes du livre de Thoth coexistent-elles, toutes revendiquant l'authenticité? Découvrirons-nous un jour la véritable essence de ce texte énigmatique? Ou sera-t-il toujours un mirage, un mythe inaccessible? Les découvertes archéologiques pourraient-elles un jour nous rapprocher de la véritable sagesse de Thoth? Dans les années 1960, l'héritage de Thoth a trouvé un nouveau foyer dans la contre-culture et la spiritualité New Age. Les explorateurs spirituels de cette époque ont adopté différentes interprétations du livre de Thoth. À partir du travail de Crowley, ils ont assimilé la consommation de drogue et l'amour libre. Du corpus hermeticum, ils ont absorbé la recherche d'une ère plus pure et plus spirituelle. La fascination persistante pour la figure de Thoth semble refléter une intuition partagée selon laquelle la vie est bien plus profonde et mystérieuse que ce que la science ou la religion traditionnelle peuvent expliquer. Le corpus hermeticum contient des passages qui continuent d'inspirer, tels que « Yoga, grandissez jusqu'à une taille incommensurable, soyez libre de tout, transcendez tous les temps. Supposez que rien ne vous soit impossible. Considérez-vous immortel et capable de tout comprendre. » Ces mots, parmi bien d'autres, révèlent le potentiel infini de la conscience humaine et nous invitent à explorer les mystères de l'esprit et de l'esprit. Au fil des siècles, le sens originel du livre de Thoth est devenu de plus en plus nébuleux, donnant naissance à plusieurs versions distinctes. La version grecque antique, le Corpus Hermeticum, qui a influencé la Renaissance, la version d'Antoine Court de Gébelin et Aliette au XVIIIe siècle, représentée par un jeu de tarot, et la version de Crowley, qui mélangeait le tarot avec une approche sexuellement libérale. Chacune de ces interprétations a contribué au développement d'une spiritualité diversifiée et riche, reflétant l'évolution continue des idées et des pratiques mystiques à travers l'histoire. Dans les années 1960, une nouvelle interprétation du message de Thoth a émergé, mélangeant des éléments des versions précédentes et créant quelque chose de complètement différent. Cependant, cette interprétation a donné naissance à 4 versions radicalement distinctes, toutes prétendant être la véritable représentation du livre égyptien de Thoth. Mais comment
un seul livre a-t-il pu inspirer des interprétations aussi variées? L'une de ces versions reflète-t-elle vraiment l'original? Récemment, des découvertes archéologiques indiquent que nous sommes peut-être plus près de découvrir la véritable essence du légendaire livre de Thoth. Depuis plus d'un siècle, les fouilles ont révélé les secrets de la civilisation égyptienne antique, notamment des milliers de textes écrits sur des fragments de papyrus. Si le véritable livre de Thoth existe, il se trouve probablement parmi ces documents. Cependant, déchiffrer ces papyrus a été une tâche difficile. Ils étaient écrits selon deux systèmes d'écriture égyptiens, les hiéroglyphes et une variante appelée démotique. Pendant des siècles, les deux étaient indéchiffrables. La découverte de la pierre de Rosette au Xe siècle marque un tournant. Cet artefact extraordinaire contenait le même texte en 3 langues, hiéroglyphes, démotique et grec ancien. Avant cette découverte, les hiéroglyphes n'étaient considérés que comme des figures littérales, ce qui conduisait à des traductions simplistes telles que « Io bel oiseau » et « dans la maison avec l'homme ». La pierre de Rosette a changé cette compréhension, permettant aux érudits de enfin découvrir le code des hiéroglyphes. Cette découverte a ouvert les portes à l'étude approfondie des textes anciens et a donné un nouvel élan à la recherche du véritable livre de Thoth. Aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais de comprendre ses mystères et son message authentique. La partie grecque de la pierre de Rosette était cruciale pour la traduction des sections hiéroglyphiques et démotiques, car elles contenaient toutes le même contenu. Cela a permis aux chercheurs d'utiliser le grec comme clé pour déverrouiller les hiéroglyphes, ce qui a abouti à des découvertes fascinantes. Parmi les fragments de papyrus, des mentions explicites d'un livre de Thoth et de pratiques magiques ont été trouvées, mais pas telles que nous les comprenons aujourd'hui. Dans les temps anciens, la magie associée au livre de Thoth n'était pas destinée à prédire l'avenir, mais plutôt à comprendre le monde qui l'entoure. Les anciens Égyptiens considéraient les phénomènes naturels tels que le mouvement des étoiles, l'alternance entre le jour et la nuit, et les changements de saison comme des miracles. Pour eux, la magie était un moyen de donner un sens à l'invisible, d'expliquer la maladie et de faire face aux incertitudes de la vie. Les sortilèges, comme se trouvaient dans les papyrus, n'étaient pas des astuces surnaturelles, mais l'expression d'aspiration et de désir quotidien. Un exemple est le sort 15 qui dit « Aga qu'il m'accorde de voir le disque solaire et de contempler la lune sans cesse chaque jour ». Ces incantations ressemblaient davantage à des prières, tentant de contrôler les forces invisibles du monde. Ces découvertes montrent que les anciens Égyptiens utilisaient la magie pour comprendre et interagir avec leur environnement, cherchant à se protéger des forces inconnues. Des mots comme « Yaga revient »,« recule »,« revient », espèce de crocodile. « Ne viens pas contre moi, car je vis de ma magie » ressemble plus à des supplications qu'à des sortilèges au sens traditionnel. Le mot « Aga » sort eux pourrait en réalité être une traduction inexacte, une imposition de notre terminologie moderne à la littérature égyptienne ancienne. Cela suggère que toutes les interprétations ultérieures du livre de Thoth, qui y voient une source de pouvoir surnaturel, sont loin de la vérité. Au fur et à mesure que nous démêlons ces textes, la véritable nature du livre de Thoth commence à se révéler. Il y a des références au concept de l'homme en évolution, comme le croyait la Renaissance, et au rituel maçonnique de mort et de renaissance. Cela suggère que le corpus hermeticum grec contient des fragments de la pensée égyptienne originale. Cependant, il n'y a aucune mention du tarot, des idées de Crowley sur le libre arbitre et la promiscuité, ou des rituels du mysticisme New Age. Ces idées semblent être des inventions ultérieures. Plus important encore, les érudits se demandent désormais si le livre de Thoth a réellement existé en tant qu'objet physique. Malgré les mentions, il n'est pas certain que l'on trouvera un seul livre qui représente le véritable livre de Thoth. Il est possible que les références au livre de Thoth soient des métaphores de la vaste collection de littérature religieuse de l'Égypte ancienne. Cette tradition ésotérique a pu être interprétée au fil des siècles comme un seul livre légendaire, alors qu'en réalité elle représente un corpus de connaissances qui englobe plusieurs ouvrages. Ces découvertes nous amènent à repenser ce qu'était réellement le livre de Thoth, nous éloignant de la vision romancée d'un manuel de sortilège et nous rapprochant d'une compréhension plus profonde de la spiritualité et de la philosophie égyptienne. Aujourd'hui encore, Thoth est considéré comme l'archétype du sorcier, une figure divine qui guide les initiés à travers les mystères de la conscience. Il est devenu un symbole central pour ceux qui croient que l'univers recèle bien plus que ce que la science peut expliquer. Chaque nouveau siècle semble redécouvrir Thoth d'une manière différente,
montrant que son message continue de résonner à travers le temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que je suis très reconnaissant de nous accompagner dans ce voyage de recherche de vérité et de sagesse. Votre présence est essentielle pour que nous puissions continuer à explorer ces mystères et partager des découvertes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous nous aidez à continuer à vous proposer du contenu fascinant et à faire partie d'une communauté d'explorateurs de l'inconnu. Et avant de partir, n'oubliez pas de regarder les vidéos que j'ai sélectionnées pour vous. Ils regorgent de découvertes incroyables qui ne manqueront pas de vous inspirer. Cliquez sur l'un d'eux et continuez votre voyage de connaissance de soi et de recherche de sagesse avec notre chaîne.